recherche à l'INSERM. Et j'anime à Sophie Antipolis dans un laboratoire CNRS, une équipe qui travaille sur les maladies neurodégénératives, historiquement sur la maladie d'Alzheimer. Ah, pardon, oui. Vous m'entendez? Oui. Même sans le micro? Oui. Donc, historiquement sur la maladie d'Alzheimer, donc un laboratoire qui travaille sur les maladies neurodégénératives. Et maintenant, on travaille beaucoup sur la maladie de Parkinson. Et on travaille aussi, alors vous allez me dire, c'est toutes les maladies neurodégénératives, c'est sur des cancers cérébraux. Alors pourquoi on travaille sur ces différentes pathologies? Pas pour dire on accumule et on juxtapose des pathologies différentes, parce qu'on s'est aperçu, et c'est un axe très important du laboratoire, qu'il y avait des dénominateurs communs en fait dans ces pathologies. Que ce soit pour les maladies neurodégénératives, et aussi pour le cancer. Alors intuitivement, on peut comprendre un petit peu pourquoi, parce qu'en fait, dans les maladies neurodégénératives, les neurones, les cellules du cerveau meurent, ça dégénère, alors que dans le cancer, à l'inverse, ce sont des cellules qui ne meurent plus, qui prolifèrent et qui donnent des tumeurs et éventuellement des métastases. Et pourtant, les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans ces pathologies sont les mêmes. Dans un cas, ils sont exacerbés, dans un cas, ils sont réfrénés. Mais on travaille sur les mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, j'ai restreint, comme vous le voyez, mon discours sur la maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas parler du tout des autres pathologies, encore que j'ai une diapositive qui vous montrera un petit peu le relatif de ces différentes pathologies en termes de personnes qui sont infectées. Mais d'abord, je voudrais commencer donc, par quelques mots d'histoire. Alors, Alois Alzheimer, c'est un psychiatre allemand qui est né en 1864 dans une petite ville du sud de l'Allemagne, qui s'appelle Marbreit. Je ne sais pas si l'accent est très 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 bon. Et c'est un psychiatre donc, qui a commencé ses études de médecine et qui était assez brillant. Il passe sa thèse à 23 ans, en 1887. Et en fait, il travaille dans sa thèse sur les glandes cérumineuses. Alors, vous allez me dire, on est très très loin de la psychiatrie, puisque ce sont les glandes de l'oreille qui fournissent ce cérumineux. Mais il commence quand même aussi à s'intéresser à des techniques qui sont des techniques de marquage de coupe. Des approches qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une vision d'un tissu fixé pour essayer de voir les perturbations qui peuvent intervenir. Donc en 1888, donc après son diplôme de docteur, il s'en va à Francfort pour travailler dans l'hôpital qui s'intéresse essentiellement aux démences vasculaires et aux maladies dégénératives. Donc là, il commence ce travail et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait une rencontre très importante en 1889 d'un autre médecin qui s'appelle Nissop. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, c'est quelqu'un qui est très connu parce que quelqu'un qui a inventé des nouvelles techniques pour colorer des coupes, pour colorer des tissus, pour mettre en évidence des perturbations. Et donc ça, c'est une collaboration entre Alzheimer et Nissop qui est extrêmement, extrêmement importante. En 1901, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est dans cet hôpital à Francfort, il rencontre une patiente à son cabinet, Auguste D, qui en fait a des perturbations extrêmement importantes. D'abord des problèmes de mémorisation, ça c'est clair, mais aussi des problèmes de désorientation spatiale, quelquefois même des hallucinations. Et c'est un cas qui naturellement l'intéresse beaucoup. Et c'est ce cas d'Auguste D qui va donner en fait la terminologie de la maladie d'Alzheimer. Donc il suit cette patiente et en 1903, Alois Alzheimer migre en quelque sorte de Francfort à Munich pour aller dans un autre hôpital, mais il continue à suivre le cas d'Auguste D qui décède en fait en 1906. Et Alois Alzheimer fait rapatrier son dossier médical, il fait rapatrier aussi la pièce anatomique de son cerveau. Et il étudie ce cerveau, et à la 36e conférence des psychiatres allemands, il décrit ce cas, et c'est là que véritablement la maladie d'Alzheimer est née. Alors, ça c'était en 1906.
Alois Alzheimer n'a pas fait de vieux os, il est décédé en 1915 à 51 ans de problèmes cardiaques et de problèmes rénaux, d'insuffisance rénale. À ce moment-là, on en mourait, donc il est mort plus tôt que Auguste D, qui a vécu un petit peu plus. Pas dans un état très brillant, mais enfin qui a vécu un petit peu plus. Alors, je vous ai dit, grâce à ces techniques, et puis grâce à ce qui était quand même assez rudimentaire, le microscope à l'époque, voilà ce que voit Alois Alzheimer sur et ce qu'il dessine. Là, il n'y a pas le Photoshop, il n'y a pas les logiciels qu'on connaît maintenant, il le dessine au crayon, et puis voilà ce qu'il montre. Et en fait, ce qu'il montre là, c'est différentes neurones. Une neurone, c'est, vous savez, la cellule essentielle, en tout cas, une des cellules essentielles du cerveau, et ce sont des neurones qui meurent, qui sont morts, en fait. Ils sont pleins de dépôts ici, qui font que, en fait, ces neurones sont morts. Voilà ce qu'il décrit à ce moment-là. Et voilà ce qu'on décrit maintenant, avec des techniques de marquage beaucoup plus sophistiquées. C'est assez intéressant quand même de voir que on arrive en fait à détecter avec des colorations hautes un petit peu la même chose que ce qu'il a décrit là, c'est-à-dire des neurones qui sont saines, en bleu là, et puis des neurones qui sont en dégénérescence et qui sont en train de mourir. Alors, naturellement, je vous réconforte tout de suite, heureusement qu'en 100 ans, on a fait quand même quelques progrès sur la maladie d'Alzheimer. Enfin, pour vous dire que l'observation complètement figée sous microscope, ça ressemble quand même beaucoup à ce génie, d'une certaine manière, qui était le docteur Alois Alzheimer. Alors, aujourd'hui, naturellement, il y a plusieurs aspects dans la maladie. Il y a des aspects médicaux, mais il y a des aspects aussi sociétaux. Et je voudrais simplement vous donner quelques chiffres, pas pour vous alarmer, mais pour éclairer un petit peu le propos, mon propos, et pour surtout vous expliquer pourquoi il y a un urgent besoin de développer la recherche dans ce domaine. En France, on estime qu'il y a sans doute un petit peu plus maintenant, on a rencontre sans doute de 900 000 personnes qui sont atteintes, c'est-à-dire diagnostiquées maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire ayant une maladie d'Alzheimer avérée. D'accord ? C'est 120 000 cas de plus à peu près chaque année. 120 000 cas de plus chaque année. Et à travers le monde, on estime qu'il y a sans doute entre 50 et 100 millions de personnes qui sont affectées de maladie d'Alzheimer. Beaucoup moins en Afrique, parce que l'espérance de vie est beaucoup moins en Afrique, mais dans les pays asiatiques, dans les pays occidentaux, on a naturellement, puisque l'espérance de vie augmente, une fréquence des cas de maladie d'Alzheimer qui augmente. Alors quand je vous dis 120 000 cas de plus chaque année, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 120 000 cas de plus chaque année, mais il y a aussi 80 ou 90 000 cas de personnes qui décèdent de la maladie d'Alzheimer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maladie d'Alzheimer n'est pas simplement une dégénérescence où nos anciens, moi je le sais parce que je l'ai vécu ça avec mon ex-belle-mère, c'est pas simplement la vieille dame, le vieux monsieur devient un peu gaga, non, c'est une maladie, on décède de la maladie d'Alzheimer, et en fait, il y a environ 80 à 90 000 personnes qui décèdent chaque année de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi je vous dis qu'on décède de la maladie d'Alzheimer? Vous allez comprendre ma démonstration. L'espérance de vie d'un homme en France, c'est 78-79 ans, d'accord? Et une femme, 86 ans. Bon. Si on considère une femme de 70 ans, vous avez compris qu'elle a une espérance de vie théorique de 16 ans. 70 à 86. Si cette personne a une maladie d'Alzheimer, son espérance de vie est diminuée d'un facteur 2, c'est-à-dire qu'en général, son espérance de vie sera plutôt de 78 ans que 86 ans. Pourquoi? Parce qu'on décède de la maladie. Et pourquoi? Parce qu'on fait des épisodes souvent hémorragiques à répétition, parce qu'il y a un fragment dont je vais parler abondamment dans ce topo, qui s'accumule dans le cerveau, qui fragilise les vaisseaux et qui en fait entraîne des éléments, des épisodes hémorragiques qui peuvent être naturellement fatals dans le cerveau. Alors, si on continue sur la prospective,
voyez, en 2008, je vous disais, on a entre 800 et 900 000 personnes qui sont atteintes. Et en fait, vous voyez que c'est exponentiel et qu'on pressent qu'en 2028, on aura sans doute un doublement du nombre de personnes atteintes de maladie Alzheimer. Ce qui est naturellement quelque chose d'extrêmement préoccupant. Alors comment ça se... Pourquoi on s'intéresse particulièrement à la maladie d'Alzheimer? Ce n'est pas la seule maladie neurodégénérative, hein, naturellement. Parce que c'est la plus fréquente. Vous voyez, dans cet histogramme, en fait, le nombre de cas de maladie d'Alzheimer qui a été dans ce travail, tout ça c'est une valeur qui est quand même une estimation, mais vous comprendrez pourquoi aussi tout à l'heure, on a, disons, 90 millions de personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la maladie de Parkinson, qui est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, c'est quand même environ 5 fois moins de cas, une vingtaine de milliers. Et puis il y a d'autres maladies neurodégénératives, par exemple la chorée de Huntington, qui est une maladie dramatique aussi. Bon, dans le monde, c'est aux alentours de 700 000 cas. Et puis on continue comme ça, vous voyez cette petite barre verte là, si on fait une projection un petit peu de ce que c'est, enfin, ça, c'est ça, hein, d'accord? Vous avez compris, ça, on pose là. Eh bien, on a d'autres. Là, c'est la sclérose latérale amyotrophique, c'est encore une maladie neurodégénérative désastreuse. Et si on descend encore dans la fréquence, vous voyez que la maladie de Pick, par exemple, c'est 115 000 dans le monde. 115 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'occuper de ces personnes-là, parce que ce sont des dégénérescences qui sont extrêmement dramatiques. Mais on compare ici 115 000 cas contre 92 millions. Et puis cette petite chose-là, vous allez voir, c'est une petite chose qui a fait beaucoup le buzz, parce que cette petite chose-là qui représente que quelques milliers de cas, c'est en fait ce qu'on appelle les maladies à prion, les maladies de la vache folle. Vous avez entendu parler de ça. À un moment, on ne pouvait pas allumer la télévision sans qu'on parle de la tremblante du mouton, la vache folle. Mais heureusement, cette maladie en fait a été éradiquée parce qu'elle venait essentiellement de viande contaminée. Donc la prophylaxie fait que maintenant il n'y a plus de viande contaminée. Ça venait de quelques tribus anthropophages. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'anthropophages dans cette salle, en tout cas à ma connaissance. Et puis ce qui venait aussi de l'époque où on injectait de l'hormone de croissance, en fait, chez les personnes atteintes de nanisme. Et cette hormone de croissance, elle était purifiée, elle n'était pas synthétique, elle était purifiée de cerveau de personnes décédées, pour certaines affectées par cette maladie. Et ça se transmettait comme ça. Heureusement, tout ça est bien terminé, mais c'est simplement pour vous dire que la somme d'argent qui a été drainée par ces maladies à prion pour, malgré tout, quelques milliers de cas, fait que finalement on peut considérer pour la maladie d'Alzheimer, c'est quand même un petit peu, malgré tout, le parent pauvre des efforts financiers pour essayer de circonscrire cette maladie. Alors c'est un problème socio-économique majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple en France, on estime qu'il y a environ 10 milliards d'euros qui sont directement ou indirectement liés à cette maladie, dont environ 1 milliard qui sont des coûts médicaux directs. Alors là, attention, c'était avant que les médicaments soient déremboursés. Maintenant, malheureusement, mes collègues médecins avec qui je suis, bien malheureusement, ces médicaments ont été déremboursés parce qu'ils seraient conditionnels inefficaces. C'est environ, vous voyez que c'est un coût énorme quand même, pour tout le monde ne peut pas mettre la personne qui est atteinte de sa famille en institution, parce que c'est quand même une vingtaine de milliers, au moins d'euros par personne et par an. Et malheureusement, il faut bien savoir que dans les stades ultimes avérés de maladie, il faut sans doute quand même avoir une prise en charge en institution, parce que c'est extrêmement difficile, à moins qu'il y ait 3 personnes qui se relèvent 8 heures, qui font les 3 nuits pour se faire attention à un malade. C'est extrêmement difficile pour une personne, par exemple le conjoint, de s'occuper d'une personne atteinte de maladie Alzheimer avérée, c'est-à-dire tardive. Alors si on fait encore de la prospective, alors là, naturellement, vous allez me dire que
c'est un peu catastrophique, je suis pas loin de le penser aussi, c'est que je vous ai dit, il y a environ 10 milliards, c'était en 2004, on va passer à quelque chose comme 50 milliards en 2040, c'est-à-dire on est aux alentours de 7% des dépenses totales de santé. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en coût social, économique de cette maladie. Et il faut naturellement, c'est pas parce que ça coûte cher qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, mais enfin c'est simplement pour dire qu'il y a naturellement beaucoup d'investissements à faire pour les lits, pour les hôpitaux, les institutions, mais je pense que si on donnait ne serait-ce qu'une petite partie, un petit peu plus pour la recherche, le retour sur investissement serait quand même extrêmement important, et je pense qu'en France on met un petit message politique, on n'est quand même pas très bien loti par rapport à d'autres pays, et notamment aux États-Unis, qui font des efforts extrêmement importants, colossaux en termes d'investissement. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a les idées, on a souvent des très très bonnes pistes, et puis ce sont les Américains qui en profitent, et ensuite on paye pour avoir le retour de quelque chose qui a été initié souvent. Ça, c'est mon petit message personnel. Alors, pourquoi on développe une maladie d'Alzheimer? Bon, d'abord, quand on compare simplement un cerveau sain à un cerveau maladie d'Alzheimer, alors là, celui-là, franchement, c'est quelqu'un qui d'abord est mort, puisqu'il y a son cerveau qui est en photo, mais c'est surtout quelqu'un qui était à un stade extrêmement avancé. Vous voyez qu'on peut perdre jusqu'à 30% du poids de son cerveau parce qu'on a perdu de la matière critique, on a perdu des neurones. Et en fait, on perd les neurones, on voit très très bien, là, quand on compare un hémisphère sain ou un hémisphère pathologique, vous voyez, on a en fait un creusement ici de ces sillons, voilà, et ces dilatations de ventricules ici, comparé celui-là à celui-là, qui est sain, tout ça c'est parce qu'on a perdu de la matière grise, et on ne la perd pas de manière complètement uniforme, qui naturellement explique la progression de la maladie. Alors, si maintenant on s'intéresse, ça c'était les aspects macroscopiques, hein, c'est-à-dire on est en train de parler de ce qui se passe globalement. Maintenant, si on rentre un petit peu dans ce qui se passe au niveau des cellules. Alors, vous savez que, en fait, le cerveau, c'est un enchevêtrement de milliards de neurones qui interagissent. Chaque neurone interagit avec des millions d'autres neurones. Et en fait, l'information cérébrale passe de neurones à d'autres neurones par stimulus électrique. Je vous explique ce qui se passe. Nous sommes une pile, en fait. Vous voyez que chaque neurone interagit avec des millions d'autres neurones par des petits contacts qu'on appelle des synapses, ici. Et en fait, dans ces synapses, on a plein de petits granules, ici, plein de petites molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs. Bon, en tout cas, c'est ça qui transporte l'information. Et pour être relargué de ce neurone, aller à un autre neurone, et ainsi de suite, et naturellement, ça se passe dans des temps infinitésimaux très courts, il faut une stimulation électrique. Et cette stimulation électrique permet la libération de ces petits médiateurs qui vont interagir ici avec des petites protéines réceptrices, et c'est ça, ce couplage-là, que vous voyez ici, qui donne le signal. Et il se propage comme ça. Alors ça, c'est responsable naturellement aussi c'est responsable des mouvements, mais c'est aussi responsable des humeurs, c'est responsable du stockage de la mémoire, c'est responsable de toute une série de phénomènes, quand vous pensez, quand vous chantez, tout ça est régi par ce type de transfert d'informations. Et dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il y a interruption, pour faire très caricatural, interruption de cette transmission de neurone à neurone. Et en fait, il y a interruption parce qu'il y a des dépôts d'une protéine qui s'agrègent et qui empêchent des neurones d'interagir avec d'autres neurones. Et ces agrégats-là, ce sont des agrégats d'une protéine. Alors là, si vous sortez ça dans des salons où on pose, sortez que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une agrégation de peptides amyloïdes. Alors là, vous allez époustoufler tout le monde. Ben ça, c'est un mot à retenir. Je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est un petit peu à retenir. C'est le peptide amyloïde qui s'agrège et qui donne ces
des pots qui jouent un peu comme des coupes-circuits, vous voyez. Vous avez une prise avec son réceptacle, et donc, si vous avez quelque chose qui interfère, le courant passe plus. Voilà. Et alors ça ne se passe pas n'importe où, ça. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les premières lésions de la maladie d'Alzheimer interviennent toujours dans des zones, ici, notamment les zones hippocampes, qui sont des zones qui sont responsables du stockage et de la restitution de la mémoire. Donc, vous savez que dans la maladie d'Alzheimer, les premières plaintes qui interviennent, ce sont les plaintes mnésiques. Là, des problèmes de perte de mémoire. Et bien ça, c'est directement lié à des lésions, la lésion dont je vous ai parlé, qui interviennent dans cette zone. Et puis, au fur et à mesure que la maladie progresse, en fait, ici, naturellement, ces lésions s'amplifient, mais elles s'étendent. Et ça ne s'étend pas de manière anarchique, hein, c'est quand même très très intéressant, il y a vraiment toujours des mêmes voies. Et puis on commence à atteindre des zones qui sont importantes pour la parole, pour la lecture, pour s'exprimer. Quelquefois on connaît le mot, mais la personne n'arrive pas à le restituer. C'est vraiment des problèmes. La perception du corps dans l'espace, c'est aussi quelque chose qui est important. Ce sont les personnes qui savent très bien ce que c'est que s'habiller et se déshabiller, mais on leur dit déshabillez-vous, elles ne savent pas, elles sont complètement bloquées. Donc là déjà, c'est un stade léger à modéré, disons, on est quand même plus proche du stade modéré, on commence quand même à avoir des altérations qui sont tout à fait visibles et tangibles. Et puis alors, malheureusement, quand on arrive à un stade sévère et qu'on touche justement ces aires corticales, qui sont les aires qu'on appelle des aires associatives, encore un mot un peu sorcier, mais qui sont des aires qui sont responsables des comportements, c'est dans ces zones-là qui nous différencient des animaux, en fait, hein, qui sont les zones où on est le plus évolué, dans le cortex, ici, est arrivé dans l'évolution le plus tardivement. Et bien, dès qu'on est altéré dans ces zones-là, on perd vraiment la capacité à communiquer, à reconnaître ses amis, sa famille, on ne sait plus si on a pris ses médicaments, pas pris ses médicaments, si on a ouvert le gaz, on n'éteint plus le gaz, si on a garé sa voiture, quand on conduit encore, à quel endroit on l'a garé, etc. Donc là, on est quand même, naturellement, dans un stade qui est un stade avéré. Alors, il faut diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a environ 800-900 cas de maladies d'Alzheimer. Alors, la première chose, et qui est naturellement quelque chose d'important pour les personnes qui ont des plaintes mnésiques, c'est finalement, mais je commence à être inquiet parce que j'ai oublié, j'ai mis mes clés, j'ai mis mes lunettes, mais est-ce que c'est vraiment un début de maladie d'Alzheimer, ou est-ce que c'est simplement des aspects de perte de certains aspects de la mémoire qui peuvent quelquefois être simplement liés à l'angoisse, l'anxiété, le stress, ça peut arriver, hein, vraiment. C'est pour ça que, en fait, le diagnostic de maladie d'Alzheimer n'est jamais un diagnostic posé la première fois que les personnes vont voir une consultation, un centre mémoire, un centre spécialisé. Pourquoi? Parce que la personne vient quelquefois avec sa famille, avec des aidants, et puis ce sont ils ont des problèmes, des troubles, etc. Mais il y a quand même le stress de savoir à ce moment-là qu'on va pour une consultation qui va potentiellement diagnostiquer quelque chose d'assez grave. Donc il y a un stress, il y a une angoisse, et ça peut altérer les résultats psychologiques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait un état psychique de la personne et on lui dit de revenir un an après. Et ce qui est plus important, ce n'est pas tellement le score de la première fois, mais l'évolution entre les deux tests, à une année d'intervalle. Et là, en général, si les choses sont stables, ou si éventuellement c'est même un score un peu meilleur, on dit ok, il y a eu un petit problème lors du premier test, mais quand ça commence à graduellement se détériorer, on peut potentiellement avoir un diagnostic possible, probable,
pas encore un diagnostic posé absolument de manière indubitable, mais un diagnostic probable de pathologie. Alors, je vous ai dit, vous vous rappelez, il y a environ 800-900 000 personnes qui sont affectées, mais c'est peut-être un peu sous-estimé. En fait, si on considère 100 malades réels Alzheimer, on estime que environ 72 ou 75% de ces malades vont réellement consulter leur médecin généraliste pour leurs symptômes. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'il y a quand même déjà 25% des personnes qui échappent en fait potentiellement à un diagnostic. Moi j'ai connu personnellement, c'était en Vendée profonde, dans une maison de retraite, des gens clairement avaient des maladies d'Alzheimer extrêmement avancées, qui n'étaient pas diagnostiquées du tout Alzheimer, et qui étaient là, et qui restaient là, et qui répétaient toujours les mêmes questions, etc. Enfin, c'était absolument flagrant que c'était des maladies d'Alzheimer, mais ces gens-là n'avaient jamais été voir ni un généraliste, ni encore moins une consultation mémoire. Vous voyez que déjà, il y a une partie qui échappe. Et puis après, si on considère ceux qui ont vu leur généraliste, il y a environ 25% seulement qui sont véritablement dirigés vers une consultation de mémoire. Alors pourquoi? Ça pose un problème, ça, de ces chiffres-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, d'abord, il y a un problème de formation des médecins généralistes. Est-ce qu'un médecin généraliste, donc pour ceux-là, là, est véritablement formé et qualifié pour diagnostiquer, peut-être pas la maladie, mais en tout cas, percevoir qu'il y a sans doute un problème et qu'il faut le diriger vers une consultation médicale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ceux qui ont éventuellement cette perception-là, mais qui, pour des raisons que je ne discuterai pas ici, préfèrent pas admettre qu'ils sont, d'une certaine manière, entre guillemets, pas très compétents pour poser ce diagnostic, et l'envoyer chez un spécialiste, et il laisse un petit peu passer cette possibilité. Dommage, parce que quelquefois, quand même, il faut mieux aller tôt voir les consultations de mémoire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tant que ça de malades qui vont véritablement vers la consultation de mémoire. Je vais faire un petit peu de pub pour le professeur Robert, mon ami qui dirige la consultation de mémoire à Nice, et qui est un brillant psychiatre, et qui discute de ça de temps en temps. Parce que naturellement, moi je suis fondamentaliste, je ne suis pas du tout médecin, mais ça m'intéresse. Je travaille quand même sur les pathologies. Donc ça m'intéresse d'aller voir les tests qui sont faits, d'aller discuter avec les médecins, et on apprend beaucoup de ces contacts et de ces échanges. Alors le diagnostic clinique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a d'abord l'entretien avec le patient et la famille, et séparément, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a naturellement, très souvent, au moins au début, un déni des personnes qui sont affectées, qui se rendent bien compte qu'il y a quelques problèmes qui commencent à arriver au niveau de leur mémoire, mais qui ont un déni, quoi, qui disent non, c'est pas ça, c'est le stress, le travail qui est très prenant. Mais cette amnésie, quand elle commence à devenir vraiment fréquente et que les personnes ne respectent plus les rendez-vous, ne se rappellent plus trop les noms, ne retrouvent plus leur chemin, alors là, naturellement, les aidants, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'avoir vu une évolution, en fait, entre l'état de la personne avant et l'état de la personne qui se plaint de ces différents problèmes-là. Il n'y a que ceux des aidants qui connaissent la situation antérieure, naturellement, véritablement bien. Là, on commence à avoir quelqu'un qui va dire, ça serait bien peut-être qu'on consulte, mais c'est très difficile. Ce serait bien de consulter, dire à quelqu'un, il faut aller consulter tout en lui disant, c'est pas très grave, c'est sans doute rien, mais en subodorant que ça peut être quelque chose d'un peu important, c'est pas toujours extrêmement simple, c'est pas toujours très simple. Et là, naturellement, la famille, les aidants, les amis ont un rôle extrêmement important vis-à-vis du médecin, qui est de pouvoir, de manière objective, donner des indices sur les détériorations de la vie quotidienne. C'est-à-dire, cette personne-là, il avait une mémoire d'éléphant, mais maintenant,
naturellement, qui est incapable de se rappeler ni de... Bon, il y a des gens qui ne se rappellent pas des numéros de téléphone, hein, il n'y a pas besoin d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais pour quelqu'un qui s'est toujours rappelé de tous les numéros de téléphone, c'est ça le truc, c'est de comparer la situation avant-après. Bon, c'est ces aspects-là qui sont importants et l'aspect véritablement objectif de la personne qui vit depuis dizaines d'années ou plus avec cette personne qui se détériore. Alors, si on fait une représentation, c'est une représentation naturellement extrêmement schématique, qui en fait, ici, ce qu'on appelle le MMS, c'est ce test psychométrique dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on pose des questions, on fait des tests de dessin, etc. Et puis on a un test qui vous donne un score. Si vous êtes 30, parfait. Et puis plus ça descend naturellement, et plus ça note une détérioration psychique. Alors il y a ici un stade où on reste à 30, mais on pense que déjà la maladie est initiée d'une certaine manière au niveau des lésions, en tout cas cérébrales. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il se trouve qu'il y a des personnes qui sont décédées d'un accident, ça peut arriver, et qui avaient été diagnostiquées comme étant parfaitement cognitivement sains et qui avaient des lésions qui étaient déjà envahissantes dans le cerveau. Donc on pense que là, déjà, c'est presque ici qu'il faudrait intervenir, si on voulait intervenir extrêmement précocement, et ça pose un autre problème, c'est comment on le détecte, en fait, la maladie à ce stade-là. Et puis après, on a cette période ici, là, où on est, disons, entre 30 et 24, on n'est pas encore très très détérioré, ça va à peu près, mais ce qu'on appelle MCI, alors je vais vous passer la terminologie, c'est un terme anglais, Mild Cognitive Impairment, donc des altérations cognitives relativement modérées, et là, on commence à penser qu'ici, on peut avoir des marqueurs qui permettent de prédire qu'on est en train de glisser vers une pathologie qui va, in fine, se terminer par une maladie d'Alzheimer avérée. Donc ça, c'est quelque chose, naturellement, de théorique, mais qui montre bien qu'il y a des différentes périodes, et donc une qu'il faudrait cibler, et qui n'est pas facile à cibler, c'est cette période où tout se passe bien, et pourtant on est sans doute déjà en train de produire les peptides amyloïdes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, on est toujours dans le diagnostic, là, mais maintenant on a des techniques qui permettent quand même d'aller regarder ce qui se passe dans la personne vivante par imagerie. C'est-à-dire qu'on peut injecter chez un patient des molécules qui justement vont interagir avec le peptide amyloïde dont je vous ai parlé. Et puis donc on peut voir s'il y a beaucoup de dépôts, s'ils sont dans des zones un peu suspectes, etc., notamment dans les zones dont je vous ai parlé. Alors la personne normale, voilà, il y aura une morphologie, une anatomie qui est à peu près normale, et puis ces circonvolutions creusées là qui sont vraiment indicatrices d'une personne qui est en train de développer une maladie. Alors ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. Ce qui est une avancée quand même, malgré tout, c'est qu'on peut maintenant, ce peptide amyloïde dont je vous ai parlé, et d'autres peptides, parce que c'est naturellement une vision un peu réductrice, quand je vous parle du peptide amyloïde, il y a aussi d'autres choses qui interviennent, je n'ai pas le temps de tout développer, toutes les hypothèses pathologiques sur l'étiologie de la maladie, mais on peut maintenant, par une simple prise de sang, avoir un indice des niveaux de peptide amyloïde qu'on a dans le cerveau. Pourquoi? Parce que ce peptide amyloïde, en fait, il circule entre le cerveau et la périphérie, et on est capable de mesurer le peptide amyloïde par simple prise de sang. Alors, parce que je sens que vous êtes très, très attentifs, je vais vous donner un renseignement en plus, c'est-à-dire que ce peptide amyloïde que j'appelle cette espèce de ces agrégats là, c'est un terme générique qui englobe en fait différentes formes de peptide amyloïde. Certaines sont moins pathogènes que d'autres. Voilà. Et ce qu'on peut faire par cette simple prise de sang, c'est mesurer le rapport entre les formes non pathogènes et les formes pathogènes. Et en fait,
c'est quand les formes pathogènes augmentent spécifiquement qu'on peut dire qu'on est sans doute en train de faire un prélèvement à quelqu'un qui est affecté par la pathologie. Alors, ça intéresse naturellement aussi les gens, c'est finalement quels sont les facteurs de risque de cette pathologie. Alors, ils sont de deux sortes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie d'Alzheimer, elle est essentiellement ce qu'on appelle sporadique. Qu'est-ce que ça veut dire, sporadique? Ça veut dire que c'est quelque chose qui apparaît de manière spontanée, qui peut être influencé par des facteurs environnementaux, mais qui n'a rien à voir avec la génétique. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est un petit peu inégaux devant l'environnement. Hein. On travaille, quand on est dans un environnement où la pollution est très importante, c'est pas exactement pareil que quand on est dans la verdure, encore que avec les problèmes que vous connaissez, comment on appelle ça? Les pesticides, voilà, les pesticides. Le mot m'échappait, excusez-moi. Ouais. On est quand même pas toujours non plus. On est à la campagne, mais enfin, ça c'était une petite parenthèse. Donc, il y a ces 98 ou 99% de cas des maladies d'Alzheimer qui sont des maladies sporadiques. Et puis, alors en général, ces maladies sporadiques sont des maladies d'Alzheimer qui interviennent après 65, 70 ans. D'accord? Il n'y a aucun lien génétique. Autrement dit, un père ou une mère peut avoir la pathologie, c'est pas pour autant qu'il y aura quelque chose, que la descendance sera affectée. Et puis il y a 1 à 2% de cas génétiques. Alors ces cas-là, ce sont des cas d'abord beaucoup plus précoces. On a même connu un cas rapporté à 25 ans. Bon, n'ayez pas peur, c'est pas très commun quand même, mais disons que ça peut être 50, 55 ans. Et très agressif. C'est-à-dire que entre le moment où on le développe et le moment où on va décéder, c'est beaucoup plus court que pour les formes sporadiques. Alors là, ces formes génétiques, ils sont liées à des mutations, hein, comme toutes les formes génétiques. On a identifié les protéines qui sont mutées. Pour la petite histoire, c'est justement des protéines impliquées dans la production, notamment du peptide amyloïde. Donc ça apporte beaucoup de support à l'hypothèse sur laquelle le peptide amyloïde est important pour l'étiologie de la maladie. Et ces mutations, là, ce sont des mutations qui vous donnent la maladie à 100%. C'est-à-dire que quand on a cette mutation, la pénétrance, encore un mot un petit peu sorcier, la pénétrance fait qu'il y a 100% de chance ou malchance d'avoir la pathologie quand vous avez une mutation de l'autre. D'accord? Et ça, c'est transmissible. Donc ça veut dire que quand un ou deux parents ont des formes de maladie d'Alzheimer qui ont été diagnostiquées de manière extrêmement précoce, on peut sans doute aller voir si on est porteur de mutations. Alors ça pose un gros problème d'éthique, naturellement, parce qu'une fois que vous savez que vous avez une mutation, comme il n'y a pas de traitement, vous êtes bien avancé. Donc il faut se méfier un peu des gens qui veulent savoir, mais qui veulent savoir avec un fusil. C'est-à-dire qu'ils ne veulent savoir que si la réponse est négative, naturellement. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est surtout quand il y a un seul des deux parents qui a la mutation et que vous ne savez pas si vous avez eu la chance d'avoir le gène non muté ou le gène muté de vos deux ascendants. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les formes génétiques. Beaucoup de choses ont été faites en biologie fondamentale qui ont été apprises à l'aube de ces différentes mutations qui ont été identifiées dans des familles, quelquefois très très peu de familles dans le monde. Voilà, ça c'est simplement pour votre information, mais je ne vais pas insister là-dessus. On a identifié en fait les 3 gènes et les 3 protéines qui sont codées par ces gènes qui sont de la maladie dans ces formes familiales
les maladies d'Alzheimer. Alors ça, ce sont des facteurs de risque, entre guillemets, qui sont... vous avez la mutation, vous avez la maladie. Et puis il y a d'autres facteurs de risque, qui eux sont des facteurs de risque qui font que vous augmentez le risque de effectivement développer la maladie, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes sûr de la développer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent des formes génétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, dans les facteurs de risque, il y a naturellement l'âge. C'est lié à l'âge, une pathologie qui est liée à l'âge. Le sexe, il se trouve que, mesdames, vous êtes susceptibles de développer la maladie plus fréquemment que ces messieurs. Et ce n'est pas simplement parce que vous vivez plus longtemps. Naturellement, tout ça, ça a été corrigé de ce qu'on vous dit. En fait, c'est hormonal. Parce qu'il y a eu des études qui ont montré de manière extrêmement claire que chez les dames ménopausées, on avait une augmentation très importante du risque de développer la maladie d'Alzheimer, et que ce risque était baissé quand on substituait le traitement hormonal aux œstrogènes chez ces personnes ménopausées. Donc on sait pourquoi, ça c'est la biologie fondamentale que nous l'a appris. On sait pourquoi les femmes, malgré tout, développent plus souvent la maladie que les hommes. Alors il y a d'autres facteurs de risque. Alors vous avez vu, j'ai mis facteurs de risque génétiques, mais là encore, à la limite, ça peut porter à confusion. Ce n'est pas des facteurs de risque qui vous donnent systématiquement la maladie. Mais ils augmentent le pourcentage, la chance, la malchance de développer la maladie. Alors il y a des apolipoprotéines, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Mais par exemple, les processus inflammatoires, quand vous êtes, il y a des inflammations chroniques, quelquefois, chez les personnes qui peuvent être liées à une augmentation du risque de développer la maladie. Des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, j'en reparlerai un petit peu après. Et vous comprenez pourquoi, parce que je vous ai dit que ce petit amyloïde qui se déposait dans les vaisseaux, il fragilise les vaisseaux. On a des épisodes hémorragiques qui font que vous décédez de la maladie d'Alzheimer. Et naturellement, quand vous avez de l'hypertension et que vous avez des vaisseaux fragilisés, vous augmentez le risque des épisodes hémorragiques et de développer la pathologie. Alors ça, il faut arrêter. Alors moi, j'ai la grande chance d'avoir 3 petits-enfants. J'en ai 2 en 2019. Et ils ne sont pas encore à l'âge où ils me disent je vais aller au bois de l'eau. Mais ça pour nez, naturellement. Ça, faut de temps en temps, allez, on fait plaisir, mais franchement, ça c'est à proscrire véritablement. Alors, il faut essayer d'éviter le surpoids. L'obésité est un facteur de risque important pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est souvent lié à des augmentations, des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de diabète, comme je vais le montrer après. La pression artérielle, l'hypertension, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important de contrôler ça, cette pression artérielle pour les problèmes de vascularisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le diabète aussi, c'est très important. On connaît aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de l'insuline en relation avec la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qui est aussi lié d'une certaine manière à l'obésité, mais enfin maintenant il y a des résultats assez tangibles sur le lien entre l'insuline périphérique et les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Alors la prévention, c'est voilà, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. En fait, tout ça, là, on appelle ça le régime méditerranéen, vous savez, avec l'huile d'olive, tout ça, c'est très bon pour la santé, mais c'est très bon aussi pour essayer de prévenir l'arrivée de la maladie d'Alzheimer. Alors, encore une fois, tout ça, je parle de prévention, ça ne veut pas dire que si vous mangez que des légumes et que vous êtes végétarien, vous n'aurez jamais la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas non plus parce que vous mangez 6 Big Mac par semaine que vous allez l'avoir systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'on appelle des facteurs de risque et de la prévention. C'est presque du bon sens, parce que finalement, ça prévient aussi les maladies cardiovasculaires, ça prévient aussi d'autres pathologies que la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est pas mal.
Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, les épices aussi sont... Moi j'aime bien très épicé, donc je ne me gêne pas. Parce qu'en fait, ce sont des antioxydants. Et tout ce qui est antioxydant pour les cellules est quelque chose d'extrêmement protecteur. Donc ça, c'est toujours bien d'aller vers de manger un peu épicé. La caféine, oui, pas trop naturellement. Je viens de vous dire qu'il fallait faire attention à sa pression artérielle. Donc voilà, prenez pas 3 litres de café par jour, mais un peu de caféine. Il y a de très bons résultats en ce moment qui sont parus, notamment un groupe avec qui on collabore à Lille, qui montre qu'effectivement la caféine interagit justement avec un des récepteurs dont je vous ai parlé, qui est extrêmement bénéfique, en tout cas au niveau des cellules. En tout cas au niveau des cellules. Parce que naturellement, il y a toujours une dichotomie entre ce qu'on voit dans les tubes à essai dans les cellules avec ce qui se passe véritablement au niveau. Mais il faut bien commencer naturellement en amont par les aspects cellulaires et des modèles animaux avant d'aller vers les essais cliniques chez l'homme. Alors ça aussi c'est très important, les oméga les oméga 3 et le soja notamment. Vous savez, il y a une population au Japon où il y a un nombre de centenaires absolument phénoménal, et en fait ce sont des personnes qui mangent que du sashimi, du poisson cru, beaucoup d'oméga, et qui font un petit peu de taïchi, un peu d'exercice, et puis qui vivent tout à fait bien. Et je pense que bon, pas non plus se bourrer non plus de cacahuètes, mais enfin c'est. Alors ça aussi c'est pas mal. Un petit peu de vin. Un petit peu de vin. Alors là vous allez voir, je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'avec les lobbies du Bordeaux et du Bourgogne, il faut faire quand même attention. Mais on a le droit quand même à un petit peu de vin. Et là aussi, on sait pourquoi. On a identifié la molécule, je peux vous dire le nom comme ça, dans les milieux où on pose, vous serez encore plus valorisé, c'est le resveratrol. Et c'est une molécule qui est dans le vin et qui est extrêmement protectrice. Et alors, c'est là qu'en général, je sors un petit diapo qui est prise au second degré, mais pas toujours bien, c'est celui-là. C'est que, en fait, le vin rouge aiderait à lutter contre la maladie d'Alzheimer, et en fait, cette personne dit merde, moi qui buvais pour oublier. Donc j'ai trouvé mignonne, donc j'ai toujours présenté. Après, ça me prend au nez qu'on me dit mais qu'est-ce que c'est ces chercheurs, ces farfus. Alors, l'activité physique, oui, c'est bien, l'activité physique, effectivement, si vous faites 30 minutes de marche tous les jours, c'est pas mal, mais c'est pas mal pour tout. C'est pas mal pour les maladies cardiovasculaires, c'est pas mal pour la respiration. Mais bon, l'activité physique, le haut niveau d'éducation. Alors, le haut niveau d'éducation, ça ne veut pas dire que si vous avez le certificat d'études, vous allez développer une maladie d'Alzheimer. Et si vous avez une thèse, vous êtes sûr de jamais la développer. J'aimerais bien, parce que moi je l'ai. Ça me permettrait d'être sûr que je n'aurai pas de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas le cas du tout. C'est encore une fois quelque chose qui est des facteurs. Il y a eu des études épidémiologiques, hein, c'est pas simplement farfelu, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça du chapeau d'une personne. Non, il y a eu des études sur des groupes de personnes avec certains niveaux intellectuels, d'autres avec un autre niveau intellectuel, et montrer qu'effectivement le risque de développer une maladie était quand même un petit peu moins chez ceux qui avaient un haut niveau d'éducation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si vous n'avez pas un très haut niveau d'éducation, il faut au moins stimuler l'activité intellectuelle. C'est-à-dire que je vois dans la salle ici un monsieur qui va bientôt prendre sa retraite, je désignerai pas vindicte populaire, mais voilà. Quand on est à la retraite, si on peut éviter de passer sa journée devant la télévision à regarder des chiffres et des lettres, encore que des chiffres et des lettres, ça stimule. C'est un mauvais exemple. Ça stimule un peu l'activité intellectuelle. Mais les émissions autres que je ne citerai pas, c'est pas terrible. Si vous faites des mots croisés, du sudoku, voilà, ça ne peut pas faire de mal d'entraîner. Vous savez, j'allais dire le cerveau c'est un muscle.
pas du tout naturellement, mais il faut entraîner ces circuits et les faire travailler, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est directement lié avec ce que je vous disais avant, parce que le haut niveau intellectuel, ça veut dire qu'a priori, ce sont des personnes qui cogitent, qui parlent, qui ont un travail qui nécessite une réflexion, etc. Et c'est peut-être directement lié au fait que finalement, le haut niveau intellectuel, ça stimule l'activité intellectuelle tout simplement. Alors, les traitements. Les traitements. À chaque fois que j'apporte cette partie, bon, j'ai un traitement, pas tant que ça, le traitement. Vous savez tous, dans la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous savez, dans les petites boulettes que je vous ai montrées qui passent d'un neurone à l'autre, il y a un de ces médiateurs qui s'appelle l'acétylcholine. Voilà. Et les zones qui donnent l'acétylcholine sont des zones qui dégénèrent très rapidement. Donc, ce qui se passe, c'est que ces médiateurs, naturellement, ils sont relargués, ils interagissent avec ça, et ils sont dégradés ensuite, ils sont éliminés, naturellement. Ils ne restent pas comme ça, sinon ça s'accumulerait, c'est éliminé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour essayer de compenser la perte de ce médiateur, on essaye de bloquer l'élimination. Et cette acétylcholine qui est produite en quantité moindre dans les zones qui sont altérées dans la maladie, cette acétylcholine, elle est éliminée par un enzyme qu'on appelle l'acétylcholinestérase. Et en fait, une des stratégies qui était utilisée, c'était de bloquer cette enzyme, comme ça on ne bloque plus l'élimination, et donc on potentialise ce qui reste, d'une certaine manière. Alors ça, c'est pas mal. Alors là aussi, il y a eu plusieurs générations de drogues et d'agents pharmacologiques, dont certains étaient extrêmement toxiques. Au départ, la tacrine, par exemple, c'était quelque chose qui avait une toxicité hépatique horrible. Mais donc, il y a d'autres molécules qui ont été développées. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui, malheureusement, ont des personnes de leur famille qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, ou en tout cas qui ont un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Mais ça, ils doivent reconnaître. La Laricette, l'Ixénon, tout ça, ce sont des choses extrêmement classiques. C'est ce qui n'est plus remboursé maintenant. C'est ça qui, pourtant, d'après les médecins, sont quelque chose qui apporte quand même un confort malgré tout, même si, vous allez voir plus tard, que ce n'est pas quelque chose qui soigne. Et puis, il y a une autre classe de médicaments qui sont, peut-être que vous connaissez aussi, mais en fait, qui sont donnés quand ceux-là ne font plus d'effet. Donc, quelquefois, ceux-là font un effet un petit moment, puis on arrête, et on substitue par cela. Ou alors, quelquefois, on fait combinaison des deux. Enfin, il y a plusieurs mixtures. Ça, ce sont les médecins qui en fonction des profils et du fait que les patients sont plus ou moins ce qu'on appelle répondeurs à un traitement, à ce moment-là, ils s'adaptent. Malheureusement, aucun de ces médicaments ne guérit la maladie. Ce sont des médicaments qui sont des médicaments symptomatiques. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la cause de la maladie. Alors comment ça a été montré ça? Ben, vous voyez, c'est pas très réjouissant, mais il faut quand même le dire, c'est que, vous voyez ici, cette échelle de la mémoire d'un patient qui n'est pas traité et qui va avoir cette altération cognitive très claire. Et puis vous le comparez à un patient qui est traité par ces médicaments. Et en fait, vous voyez que c'est quand même encourageant au départ. Vous voyez que alors que ça commence un peu à baisser, là, et bien là, on continue malgré tout pendant cette période-là à maintenir la personne dans un état tout à fait correct. Malheureusement, ce qui se passe, vous voyez ici, c'est qu'il y a un moment où les patients traités, ça ne répond plus en fait au traitement, et vous voyez que quand les patients ont un traitement auquel ils ne répondent plus, eh bien au lieu d'avoir quelque chose de parallèle et qui ferait gagner ici ce qu'ils ont gagné là, non, vous avez en fait les deux courbes qui se rapprochent pour finalement, après 10 ans, avoir, que vous ayez été traité ou pas, le même niveau cognitif. D'accord? Donc on n'a pas, malheureusement, véritablement de ralentissement
de la course et de la progression de la maladie, et c'est pour ça que ces médicaments ont été déremboursés. Ils ont été déremboursés parce qu'il y a des gens qui ont discuté dans le comité, etc., et qui sont arrivés à la conclusion que finalement ça ne servait à rien, c'était un cautère sur une jambe de bois. Ça fait très longtemps que c'est complètement déremboursé dans certains pays anglo-saxons et scandinaves. Et quand on discute, alors moi, personnellement fondamentaliste, la vraie vérité, c'est que je ne trouve pas ça complètement absurde de dérembourser. Mais je ne vois pas le patient au jour le jour. Et quand on discute avec des médecins, qui eux voient les patients au jour le jour, eh bien eux disent non, il y a quelque chose qui se passe, qui amène un confort. Est-ce que c'est placebo, un effet placebo ou pas? On ne sait pas, mais toujours est-il que quand même, pendant un certain temps, ça apporte un certain confort, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même si ça ne soigne pas. Bon, c'est un traitement qui coûte quand même assez cher, donc pour avoir discuté, je donnais une conférence comme ça, et je discutais avec une personne qui était pharmacienne, et qui était directement en lien avec France Alzheimer, l'association de France Alzheimer. Elle discutait avec moi ensuite, à la suite de ma conférence, et en fait elle me disait, c'est absolument ahurissant parce que dans son officine, c'est une pharmacienne d'officine, elle disait que la vente de ces médicaments avait drastiquement chuté. Ce qui veut dire qu'il y a un aspect naturellement économique qui fait que les gens ne peuvent plus acheter ce médicament parce qu'il a été déremboursé. Et ça, je pense que c'est, même d'un point de vue psychologique, pour les personnes qui sont traitées, c'est quelque chose de dramatique, à mon avis. Alors, on va quand même essayer de donner un peu d'espoir, et est-ce qu'il y a un moyen d'aller vers un traitement, pas symptomatique, mais curatif de la pathologie? Et alors, pour ça, il faut de la recherche. Il n'y a que la recherche qui pourra permettre, à terme, de développer des pistes qui permettront de conduire au développement d'outils pharmacologiques adéquats. Et ça demande naturellement beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on donne 1 euro, on est sûr que ça va finir par servir pour être traduit vers un traitement avéré de la pathologie, mais c'est le nerf de la guerre. Vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et c'est quelque chose qui est trop peu abondant, vraiment en France. Il n'y a pas assez d'argent pour la recherche. Or, il y a de l'argent pour d'autres choses. Si vous voulez aller sur Mars ou si vous voulez développer des missiles atomiques, vous avez de l'argent en France. Il faut bien se dire la vraie vérité. Mais pour la recherche de ce type-là, il n'y a pas assez de financement et de support du public. Alors bon, quand même, la recherche. Donc là, je vais vous parler de la recherche centrée sur le peptide amyloïde. Mais gardez bien à l'esprit quand même que ce n'est pas les seuls actes de recherche pour la pathologie. Là, je vous parle un petit peu de ce que nous on fait, et même d'ailleurs on fait beaucoup d'autres choses, mais un des actes qui est important pour les raisons que je vous ai parlé, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quand on a des formes génétiques mutées et qui donnent indubitablement à chaque fois, à coup sûr, la maladie, c'est toujours des mutations qui jouent sur la production de peptide amyloïde. Donc l'idée, c'est peut-être pas l'aspect le plus en amont, absolument la cause étiologique de la maladie, mais ça contribue sans aucun doute à la pathologie. Donc voilà ce qu'on a donc, sur le cerveau. Là, vous voyez, donc on essaye de savoir ce qui se passe au niveau de ces agrégations de peptides amyloïdes. Ce sont des peptides qui évoluent. Hein. Je vous ai dit là, voilà ce qu'on voit dans le cerveau, mais ce sont aussi il y a des dépôts d'amyloïdes plus précoces qui sont des dépôts diffus. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais sans doute que ça, c'est le précurseur pour la transformer comme ça. C'est là qu'il faudrait pouvoir intervenir d'une certaine manière pour éviter que ça comme ça. Hein. Donc
c'est là qu'on est sans doute dans la partie de la courbe asymptomatique, là, quand on est en train de développer la pathologie, mais qu'on est toujours cognitivement complètement sain. Et puis ça, c'est pour vous montrer que ces dépôts amyloïdes, vous voyez, ben, en fait, ils se déposent sur la paroi des vaisseaux. Or, les cellules des vaisseaux ne sont incapables de donner du peptide amyloïde, de le produire. Donc ça veut bien dire que ce produit, ce amyloïde, il est produit par des neurones, il est sécrété en dehors des neurones, et il va coloniser des vaisseaux à distance. Et c'est ça qui est naturellement extrêmement préjudiciable. Donc, beaucoup de groupes, énormément d'argent malgré tout, même si c'est une petite somme d'argent par rapport à ce qu'il faudrait, mais c'est quand même beaucoup d'argent, on a essayé de comprendre d'où il venait ce peptide amyloïde. Et le peptide amyloïde, qui est, vous voyez en vert ici, en fait, ce n'est pas quelque chose qui intervient et qui est produit comme ça, spontanément. C'est un petit bout qui est en fait porté par quelque chose de plus grand. Et il y a ces ciseaux-là qu'on appelle des enzymes, en fait. Ce sont eux qui libèrent le peptide amyloïde. Et si on est pragmatique et si on est dans un raisonnement extrêmement simple, si on ne veut plus de peptide amyloïde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut essayer de bloquer ces enzymes, bloquer ces ciseaux. Et il y a beaucoup de laboratoires, dont le nôtre, qui a travaillé sur ces enzymes et qui essaie de développer des outils qui permettent de les bloquer. Alors quand je dis travailler sur ces enzymes, je vous passe les centaines d'articles et le temps qu'il a fallu pour les identifier simplement, ces enzymes. Parce qu'ils sont dans le cerveau, mais avant d'arriver maintenant, ils ont bien été identifiés. Mais ce qui est intéressant, si vous avez suivi ce que je vous disais, c'est que ce sont certains de ces enzymes qui portent les mutations qui sont responsables de formes familiales génétiques. Quand vous avez une mutation sur ces enzymes, ça coupe mieux, ça donne plus de peptide amyloïde et ça donne systématiquement la pathologie. Vous voyez un peu le raisonnement toujours de ce qu'on a appris des formes familiales et des formes génétiques. Donc, finalement, on a alors autre chose, malheureusement, et ça serait trop simple, ce peptide amyloïde, il est produit par tout un chacun. Nous produisons tous du peptide amyloïde. Ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement pathologique. Il est produit, et dans la situation physiologique, il est produit et éliminé. Et ça reste à un niveau acceptable, où il circule. Il a même sans doute des fonctions qui sont des fonctions salutaires, parce que la nature ne nous a pas donné ces enzymes pour donner le peptide amyloïde, pour nous donner la maladie d'Alzheimer. Il nous a donné le peptide amyloïde pour sans doute quelque chose qui est même protecteur pour les cellules. C'est ce qu'on a fait nous au laboratoire et ce qu'on a montré, qui a été confirmé. Mais malheureusement, quelquefois, le processus d'élimination est altéré avec l'âge. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ce peptide, il s'accumule et il finit par donner les agrégats qu'on voit ici. Et en fait, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, au laboratoire? C'est comment, finalement, on passe d'une situation physiologique à une situation pathologique. Qu'est-ce qui fait, qui peut être environnemental, qui peut être biochimique, qui peut être pharmacologique, qui peut imaginer tous les scénarios, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une situation physiologique à une situation pathologique? Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un laboratoire? Il faut essayer de mimer une maladie d'Alzheimer de manière extrêmement réductionniste, je vais dire, dans des cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, au laboratoire, on a fait des cellules qui ont la maladie d'Alzheimer. À chaque fois que j'écris ça, les gens se rigolent, parce que finalement, c'est pas quelque chose qui veut dire grand-chose. Mais si, ce sont quand même des cellules qui ont la maladie d'Alzheimer parce qu'elles surproduisent le peptide amyloïde exactement comme attendu et qui sont donc des bons modèles d'études de comment ce peptide est formé et est-ce qu'avec ces cellules et d'autres agents pharmacologiques, on peut bloquer la production de peptide amyloïde. C'est ça en fait, hein, le Graal. Le Graal, c'est d'essayer de trouver, par collaboration avec des chimistes naturellement, comment on peut bloquer la production de peptide amyloïde
Et puis si ça fonctionne, essayez de regarder si ça fonctionne aussi chez les animaux, parce qu'il y a des modèles de maladie d'Alzheimer murins, souris. Et puis une fois que ça fonctionne, eh ben, est-ce que finalement on ne va pas pouvoir extrapoler ça à l'homme et à travers des essais cliniques. Voilà, parce que là, quand on a ces extraits de cerveau et qu'on essaie d'extraire ces agrégats pour avoir le peptide amyloïde, et ben voilà ce qu'on trouve. Alors ça, c'est de la biochimie. Hein. Là, vous voyez ce qu'on est en train de passer. Là, en 2 secondes, je vous passe tous les efforts et la difficulté technique qui est d'essayer d'analyser le constituant de ça. Au départ, on savait que ça existait, ça, mais on ne connaissait pas le constituant de ça. Donc, ne connaissant pas ce constituant, on ne savait pas d'où il venait, etc. Alors, quand je dis identifié, ce n'est pas nous qui l'avons identifié. Hein. Ça a été identifié en 1984. Vous voyez que le domaine est quand même extrêmement jeune. Hein. Mais quand après extraction, purification, on l'analyse, par des techniques, je ne vais pas vous développer ces techniques, et bien ce peptide amyloïde, on arrive à le visualiser, et voilà ce qu'on voit. Ça, c'est du peptide amyloïde. Vous voyez ici, on a différents dépôts qui correspondent à ce qu'on a extrait, et ça c'est vraiment du peptide amyloïde. C'est à partir de ça que les gens ont identifié la structure, exacte de ce peptide. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est d'avoir des cellules qui finalement produisent aussi on essayait de faire des cellules qui produisaient aussi ce peptide amyloïde. Et on a fait des cultures cellulaires dans lesquelles on a introduit certains gènes, notamment des gènes responsables des formes familiales de maladies. Et en fait, quand on a analysé ce qu'il y avait dans ces cellules, eh ben on s'est aperçu qu'on avait effectivement exactement la même chose que ce qu'on voyait dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on avait finalement réussi à avoir des cellules qui, modifiées, étaient capables de se comporter d'une certaine manière comme les cellules altérées dans le cerveau des patients atteints de maladie. Alors, ça c'est vraiment ça qui fait peur. À chaque fois, même aussi ça me fait peur, parce que la chimie, j'ai horreur de ça, mais il se trouve que pour développer des drogues capables d'altérer ces productions, il faut bien avoir recours à des collaborations avec des chimistes. Et voilà donc le type de molécules qu'ils ont fait. Je vous passe les détails de leur synthèse, notamment parce que je suis incapable de vous dire comment ça a été fait. Bon. Mais toujours est-il que quand on regarde, alors ça ce sont des inhibiteurs, hein, les accords, on cible les ciseaux là, qui donnent le peptide amyloïde, d'accord ? Donc voilà le peptide amyloïde. Quand il n'y a pas d'inhibiteur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand on incube ces cellules avec l'inhibiteur que je vous ai montré avant, là, qui a été développé par des chimistes, vous voyez qu'on arrive complètement à se débarrasser de la production de peptide amyloïde. Autrement dit, on a ici la preuve de concept qu'on est capable de bloquer la production du peptide amyloïde par des cellules qui surproduisent le peptide amyloïde avec des petits inhibiteurs pharmacologiques. Alors attention, là on est au niveau des cellules. Ce sont des molécules qui sont assez, alors on dit hydrophobes, pas très faciles à travailler. Il faut des concentrations assez importantes pour avoir les effets, et donc on est quand même un petit peu gêné aux entournures pour administrer ça à des souris. Mais bon, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de développer des inhibiteurs, et d'autres groupes aux États-Unis en ont fait, qui sont capables de bloquer, y compris chez l'animal, la production de peptide amyloïde. D'accord ? Alors l'autre chose qui avait fait le buzz, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, c'est quelque chose qui à vrai dire, était assez ahurissant quand on avait vu l'article, pour ceux qui travaillaient dans le domaine, c'est qu'il y a dans une compagnie pharmaceutique américaine qui s'appelait Elan, quelqu'un qui a une idée, et il faut reconnaître que pour beaucoup de chercheurs, ça aurait pu paraître de manière un peu saugrenue, il faut bien reconnaître,
d'essayer de vacciner contre le peptide amyloïde. Autrement dit, d'essayer d'éradiquer la production du peptide amyloïde et essayer de voir s'il y avait un effet sur ces souris transgéniques. Alors, qu'est-ce que c'est une souris transgénique? Avant de vous donner les résultats. Une souris transgénique, c'est une souris dans laquelle on introduit un gène qui porte une mutation, une des mutations qui donne les formes familiales de maladie d'Alzheimer. D'accord? Donc, je vous ai expliqué qu'il y a certaines mutations qui donnent 100% des cas une maladie d'Alzheimer. Ça, on peut le mettre dans le génome de la souris. Et qu'est-ce qui se passe? Ces souris, en fait, sont des souris qui donnent d'abord énormément de peptides amyloïdes, donc ça comme attendu, mais surtout ce sont des souris qui apprennent très très mal et qui ont des problèmes de mémoire. Donc, on sait mesurer chez la souris des comportements de mémoire, c'est leur apprendre à faire des choses, et puis il faut se rappeler, et puis de l'apprentissage. Et ça, ce sont des éléments qui sont utilisés comme modèles animaux de maladies d'Alzheimer. Ce ne sont pas des modèles parfaits, naturellement, on est tous d'accord, mais ce sont quand même des modèles qui ont fait avancer la science. Donc, si on prend ces souris transgéniques et qu'on essaye de les vacciner, est-ce que, on va réduire ou abolir le peptide amyloïde? 2, est-ce qu'on va potentiellement récupérer des fonctions cognitives? Est-ce que les souris vont se remettre à apprendre bien? Est-ce que les souris vont se remettre à mémoriser les tâches? D'accord? Donc ça, c'est les choses qui étaient les choses basiques. Alors, 2 types de vaccination. Il y a la vaccination qu'on appelle active. Qu'est-ce que c'est la vaccination active? Vous mettez de l'amyloïde dans la souris fait ses anticorps. Et avec ces anticorps, l'idée est qu'elle va aller attaquer aussi le peptide amyloïde qu'elle produit. Vous savez, parce que justement, il y a ce gène. Ça, c'est la vaccination active. La vaccination passive, c'est autre chose. La vaccination passive, c'est on injecte directement les anticorps à la souris. Un petit peu comme quand vous êtes piqué par un serpent, on vous donne un vaccin, on vous donne un sérum. On n'attend pas que vous fassiez vos anticorps. On vous donne directement les anticorps pour aller neutraliser la toxine du serpent. Donc là, je vais aller un petit peu vite. Ça, c'est les 2 principes dont je vais parler. Vous voyez que ce travail, il a quand même fait le buzz parce qu'il a montré que quand vous prenez une souris transgénique, on est d'accord, celle qui donne le peptide amyloïde, voilà, elle donne le peptide amyloïde, pas n'importe où, exactement dans l'hippocampe, à l'endroit où les altérations de la mémoire sont observées, y compris chez l'homme, naturellement. Donc ce sont des souris, je rappelle, qui apprennent mal et ont des problèmes de mémorisation. Eh bien, quand ces souris, elles ont vu du peptide amyloïde et qu'elles ont fait leurs anticorps, on abolit complètement la production du peptide amyloïde. On nettoie le cerveau du peptide amyloïde. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même, quand on a vu ça, on s'est dit, c'est bingo, c'est fantastique. Et vous voyez, par exemple, ça c'était à un âge de 6 semaines à 13 mois, et là, vous voyez, on a été, il y a des souris qui étaient encore plus âgées, vous voyez qu'il y a une accumulation encore plus importante de ces plaques, et vous voyez quand même que quand on les a vaccinés, il y a beaucoup moins, quand on comparait ici et là, beaucoup moins de peptide amyloïde. Mais ce qui était le plus intéressant, et que je ne vais pas développer ici, mais qui est... ça, c'est simplement pour vous dire que ça marche aussi avec la vaccination passive. Donc, actif-passif, ça fonctionne. Mais ce qui était quand même le plus ahurissant et le plus intéressant, c'est que ces souris se sont remises à apprendre et ont récupéré leur processus, leur capacité mnésique, mais totalement. Donc là, naturellement, non seulement ça a fait le buzz, mais ça a été publié dans la plus grande revue qui existe dans le domaine pour la biologie. Hein, c'est une revue que vous en entendez de temps en temps parler aux actualités, qui s'appelle Nature. Malheureusement, parce qu'il y a toujours malheureusement dans la maladie d'Alzheimer, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des essais cliniques qui ont été réalisés,
est chez l'homme maintenant, chez différentes cohortes de patients et aussi chez des personnes qui n'étaient pas altérées, on trouve, et d'essayer de leur faire des anticorps. Et malheureusement, les essais cliniques ont été arrêtés parce que une partie, pas tous, mais une partie des personnes traitées ont développé des encéphalopathies. Et ça a été expliqué de différentes manières. Vous allez comprendre, si vous me suivez bien. La souris transgénique est une souris qui a un gène humain. Donc elle donne de l'amyloïde humaine. On lui demande ensuite de faire des anticorps contre ce peptide amyloïde humain. La souris fait des anticorps et réagit contre une protéine qui est une protéine externe, étrangère. Quand vous faites ça chez l'homme, c'est pas pareil, parce que je vous ai expliqué que le peptide amyloïde, il était produit normalement chez l'homme. Et donc là, vous vous retrouvez avec une réaction de personnes qui font une réaction auto-immune. C'est-à-dire qu'ils font des anticorps contre quelque chose qu'ils produisent naturellement normalement. Et ça, c'était naturellement quelque chose de drastique. Donc ça a été arrêté, mais, il faut quand même que je ne peux pas terminer ici, à la limite, les gens ils sortent, ils disent, bon, j'hésite entre le gaz et le feu. Non, il y a quand même de l'espoir, et vraiment j'y crois, c'est pas simplement pour que vous partiez guillerette et passer votre week-end. Il y a énormément d'industries pharmaceutiques qui en fait ont continué ces programmes avec différentes sortes d'anticorps monoclonaux et qui continuent à essayer de développer cette approche qui est quand même pas inintéressante. Et la partie la plus encourageante qui est finalement a été publiée relativement récemment, c'est qu'il y a un anticorps qui a été développé. Alors vous allez dire, j'ai fait quelques petits raccourcis, je vous ai parlé du peptide amyloïde, etc. Je vous ai dit qu'il était soluble et puis qu'il s'agrégeait, vous vous rappelez, ça fait ces espèces de boulettes qui font tout le circuit. En fait, dans ce papier, ils n'ont pas fait des anticorps contre le peptide amyloïde, ils ont fait des anticorps qui reconnaissent spécifiquement les agrégats de peptide amyloïde. Ça, c'est pas pareil. Parce que là, l'homme qui donne le peptide amyloïde normalement, il ne donne pas des agrégats normalement. Donc c'est reconnu d'une certaine manière comme quelque chose d'étranger. Et c'est la première fois qu'a été finalement décrit dans un article un anticorps qui non seulement a effacé la production de peptide amyloïde, mais pour la première fois a donné des améliorations cognitives chez les patients qui ont été traités. C'est la première fois qu'on voyait quelque chose qui visiblement améliorait, ou en tout cas améliorait, peut-être un petit peu loin, en tout cas stabilisait l'état cognitif des patients. Donc ce papier-là, c'est un papier qui est naturellement extrêmement important. Donc le message à ramener chez vous, c'est que bien sûr il faut aider les malades, on est tous d'accord, les familles, les aidants, les soignants, mais il faut beaucoup aider vraiment la recherche et je pense que là il y a vraiment un effort à faire et je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions.